Comme quatrième type, c'est le contrôle du transport de l'arrêt messager hors du noyau. Donc l'arrêt messager, il est parfois exprimé, mais par exemple dans un tissu A, il sort du noyau, il donne une protéine, alors que dans un tissu B, il ne sort pas du noyau, il sera dégradé à l'intérieur de la cellule et par suite, donc par blocage sélectif de la sortie. On ne laisse pas parce qu'on ne veut pas. Donc, c'est aussi un type de contrôle. Parfois, un messager il est exprimé, mais comme on ne le veut pas, on ne laisse pas sortir du noyau, on ne laisse pas être traduit. Donc, on le dégrade au niveau du noyau et on bloque sa sortie à partir de la membrane nucléaire. À travers la membrane nucléaire, pardon. Donc, comme cinquième type de contrôle, c'est la localisation cytoplasmique spatiale. Ça veut dire on peut aussi contrôler donc l'emplacement du messager au niveau donc, du cytoplasme. Où est-ce qu'il va être ce messager et par suite sa protéine? C'est au niveau du messager que ça se contrôle. C'est par sa région 3' UTR, parce que vous savez que le messager, de part et d'autre, il y a des régions non traduites, UTR. On les appelle UTR. Du côté 5', on a 5' UTR et du côté 3', on a 3' UTR. Donc, ce sont deux régions qui ne sont pas traduites. Donc, la région 3' UTR va décider de la localisation cytoplasmique du messager et par suite des protéines correspondantes. On va prendre l'exemple de la protéine régulatrice bicoïde qui est vraiment fortement exprimée au niveau du pôle animal de l'œuf de drosophile. Donc au niveau du pôle animal de l'œuf de drosophile, on a vraiment la protéine bicoïde qui est fortement exprimée à ce niveau-là. Donc activée par fécondation, la protéine bicoïde, elle est fortement exprimée à ce niveau-là et par suite contrôle le développement de la partie antérieure de l'embryon. Donc, comment on a pu montrer que c'est l'extrémité 3' UTR qui est responsable de cette localisation? On a essayé de greffer la région 3' UTR de bicoïde sur un autre gène au niveau d'une autre protéine ou d'un autre gène qui est plutôt distal ou caudal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le messager et la protéine correspondante ont été transloqués au niveau du pôle animal. Donc, preuve comme quoi, cette 3' UTR, donc de bicoïde, elle est vraiment responsable de sa localisation parce que quand on l'a greffé sur un autre gène ou sur un autre messager et par suite une autre protéine, donc ça a changé donc sa localisation cytoplasmique et par suite ça a changé donc l'emplacement du messager par suite de la protéine correspondante. Là, j'aime bien dire que quand on ne peut pas greffer facilement, il ne faut pas imaginer qu'on peut greffer facilement une région comme ça au niveau d'un messager ou au niveau, on ne peut pas facilement, c'est pas au niveau du messager qu'on le greffe, on le greffe au niveau du gène, et par suite il sera observé au niveau du messager et par suite il va donner des répercussions sur la localisation cytoplasmique spatiale de la protéine. Parce que comme on a dit, 3' UTR, c'est pas codant, c'est pas traduit. Donc pour faciliter, avant on enlevait des bouts de 3' UTR d'un transcrit ou d'un gène et on le greffe sur un autre gène et on suivait l'emplacement du messager et par suite de la protéine correspondante. Là actuellement, on peut greffer ça au niveau d'un gène rapporteur. On n'a pas besoin du gène lui-même. On greffe seulement 3' UTR à un gène LAGZ qui est rapporteur. Rapporteur, ça veut dire qu'il est facilement décelable, qui est facilement détectable. LAGZ, qui code pour la bêta-galactosidase, si on met un substrat artificiel qui est X-gal, ça va donner une coloration bleue. Donc, en fait, et ça va me donner comme ça l'emplacement de ce 3' UTR. Il va me donner facilement l'emplacement du messager et par suite du produit de ce gène qui contient 3' UTR, par exemple d'un gène bicoïde ou d'un gène qui est plutôt caudal, etc. Donc, pour vérifier 3' UTR de bicoïde, je n'ai qu'à greffer 3' UTR au niveau d'un gène LAGZ et de suivre la coloration de LAGZ, elle est où? Sûrement, elle doit être antérieure au niveau du pôle animal.
Alors que si je greffe un token UTR d'un gène qui est plutôt caudal ou postérieur, ça va donner de la coloration au niveau de la queue, au niveau de la région postérieure de l'embryon. Et donc, c'est ce type de manip, c'est via une transfixion. Une fois on fait, donc, comment dire, cette construction LAC-Z avec 3' UTR du gène d'intérêt, après on l'injecte au niveau de l'embryon ou de l'œuf et via une transfection, un processus qu'on appelle transfection. Je dis que je transfecte cette construction dans une cellule eucaryote ou dans l'œuf ou dans l'embryon. C'est par transfection. Le passage de l'ADN étranger dans une cellule eucaryote, on l'appelle transfection. Comme sixième type de contrôle post-transcriptionnel, donc l'édition de l'ARN messager ou correction. On va éditer le messager, on doit le corriger et bien sûr ça va changer le sens de l'information, mais ça doit être comme ça pour agir comme il faut au niveau pour donner la protéine correspondante. Donc dans certains cas, donc on assiste à une correction des messagers pour donner la protéine, la bonne protéine. Il y a deux phénomènes. Un phénomène d'édition qu'on appelle transépissage, et on le trouve très courant chez les nématodes et dans les chloroplastes et les mitochondries des plantes. En fait, on ajoute une séquence 5' à la tête d'un messager, et par suite on associe les deux molécules transcrites pour composer la séquence codante de la protéine d'intérêt. Donc si chaque protéine à part n'a pas de sens. Mais, donc le messager de l'une, région 5' d'un messager, va se coller en 5' d'un autre messager et ça va donner donc un messager nouvellement formé qui va coder pour une protéine qui sera vraiment la protéine fonctionnelle. Donc c'est un phénomène de transépissage. Deuxièmement, on a l'édition, la vraie édition où on a une addition ou un retrait de U, un ou plusieurs U au niveau du transcrit. Et donc ceci se fait, donc ce changement du sens du message est nécessaire pour la protéine résultante et ceci se fait via des ARN qu'on appelle ARN guides qui vont vraiment migrer tout au long donc de ce messager en rajoutant des U ou bien en enlevant des U. On va voir ça donc plus tard, je vais vous expliquer ça sur un schéma. Et donc ce type d'édition où on a un retrait ou une addition de U, de un ou plusieurs U, donc on le voit dans les protéines mitochondriales des trypanosomes. Donc là, je vais vous expliquer donc les deux phénomènes d'édition. Le premier, à gauche, c'est transépissage. On voit bien un fragment d'ARN d'un messager qui vient se fixer en 5' d'un autre messager. Donc comme ça, on obtient donc un nouveau messager formé à partir de deux messagers. Et donc une nouvelle information, mais c'est pas nous, c'est comme ça. Donc il y a certains messagers qui sont édités de cette manière-là, parce que à la fin, ce messager nouvellement formé, ça va donner la bonne protéine fonctionnelle qui va agir comme il faut au niveau de la fonction, au niveau donc de sa fonction bien déterminée. Donc c'est ça le transépissage. Alors que l'édition via des ARN guides, donc regardez la forme des ARN guides, ce sont des ARN avec des queues en rouge qui sont poly-U. Donc, et comme ça, les ARN vont migrer donc sur les messagers et vont ou bien enlever des U ou bien rajouter des U. Donc s'ils vont rajouter des U, donc leur queue U poly-U va être raccourcie. Et s'ils vont enlever des U, donc la queue poly-U donc des ARN guides va être allongée. Et comme ça, en glissant sur le messager petit à petit, ils vont faire la correction jusqu'à vraiment donner un messager totalement corrigé qui va donner la bonne protéine fonctionnelle.
Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on a de l'édition chez les mammifères? Comme on a vu, les éditions, c'est plutôt donc chez les plantes et chez les organismes inférieurs. Mais est-ce qu'on a chez les mammifères des éditions ou des modèles, des types d'éditions, des modes d'édition qui sont différentes? Oui, on a deux exemples. On a ApoB100 et ApoB48, les apolipoprotéines, les protéines qui transportent les lipides donc, dans le sang. Donc c'est le même gène. Au niveau du foie, ça donne un ApoB100 et au niveau de l'intestin, ça donne ApoB48 qui est à peu près qui a la moitié de la taille de ApoB100. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau du messager non, de ApoB100 au niveau du foie, on a un codon CAA. Alors que ce CAA, il est transformé en EAA au niveau du messager, au niveau de l'intestin. Donc, on a dit, donc ce C a été, comment dire, édité au niveau de l'intestin pour donner, a été édité par un U pour donner une autre protéine, donc plus courte au niveau de l'intestin. Donc, c'est un phénomène d'édition. Mais après, on s'est demandé, est-ce que c'est vraiment de l'édition, de la vraie édition, ou bien c'est un, comment dire, c'est comme un type plus développé de l'édition. Donc, pour savoir si c'est vraiment un C qui a été remplacé par un U, et donc, et créer un codon stop et par suite créer une autre protéine de taille différente, donc, comment dire, on a fait des expériences de transfection et par suite d'injection de C qui est marqué, du CTP qui est marqué par une matière radioactive. Et on a dit, si vraiment ce C a été édité par un U, il faut que la radioactivité ne soit pas incorporée dans le messager. Alors que si le C a été tout simplement modifié par désamination pour donner un U, donc là, la radioactivité doit être, comment dire, doit rester au niveau du messager. Et c'est ce qui s'est passé. Après injection de radioactivité de CTP radioactif, donc on a remarqué que la radioactivité est toujours resté au niveau du messager. Donc, preuve comme quoi, c'est pas vraiment de la vraie édition et de la vraie correction, mais c'est une correction différente. C'est un type de correction qui est différent via une désamination de C qui a créé un U. Et au lieu d'avoir un CAA comme au niveau du foie, on a obtenu un EAA au niveau de l'intestin et par suite un codon stop et par suite une protéine plus petite. Donc là, c'est le premier exemple et ceci grâce à ApoBec1 qui est une cytosine désaminase. Cytosine désaminase. Donc, et pour agir, cette ApoBec1, elle a besoin d'un cofacteur qu'on appelle ACF. Ça veut dire ApoBec1 Complementing Factor. Donc, qui va aider ApoBec1 à agir. Ce ACF va aider ApoBec vraiment à agir et à vraiment à réaliser ce type nouveau ou sophistiqué ou développé donc d'édition chez les mammifères. Le deuxième type d'édition, chez les mammifères, c'est le récepteur du glutamate, qui est un neurotransmetteur au niveau du système nerveux central, où un A est édité en I, en inosine. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la protéine du récepteur, on a une glutamine qui est remplacée par une arginine. Donc, ça doit être comme ça, le récepteur. C'est pas une mutation, mais c'est une édition. Donc, ça doit être une arginine et non pas une glutamine. Et ceci, ça a été démontré aussi par une désamination, une adénosine désaminase acting on RNA grâce à une enzyme qu'on appelle ADAR, adénosine désaminase acting on RNA, ou ADAR, qui est vraiment responsable de ça. Et on doit avoir ça, on doit l'avoir. Parce que quand la glutamine est maintenue, on a créé des souris transgéniques où la glutamine est maintenue. Donc, en fait, ces souris ont présenté une épilepsie sévère et meurent peu après la naissance. Parce qu'en fait, ça, sur le plan fonctionnel, le récepteur du glutamate, avec son arginine,
il a un rôle, ça fonctionne bien via la polarité au calcium. Et par suite, donc, ça a un rôle vraiment bien déterminé. Alors que si on garde la glutamine, qui ne sera pas remplacée par une arginine, donc le fonctionnement va être altéré et par suite, on tombe dans l'épilepsie sévère et par suite, la mort peu après la naissance. Septième mode de régulation ou de contrôle post-transcriptionnel, c'est la modulation de la durée de vie des messagers. Ça veut dire que la stabilité aussi peut décider des protéines résultantes. La stabilité des messagers peut donc définir donc la protéine donc résultante. Premièrement, rôle de la séquence nucléotidique 3'UTR du messager. La région 3'UTR s'est avérée aussi avoir un rôle très important dans la durée de vie du messager. Par exemple, si on greffe un 3'UTR d'un messager instable à un autre stable, donc on assiste à une perte de stabilité de ce messager. Cephos, par exemple, il n'est pas stable. Sa durée de vie vraiment est très courte. Si on prend son 3'UTR et on la greffe à un autre messager, par suite, donc, on rend instable ce messager. De même, si on enlève 3'UTR de Cephos, donc cette cause d'instabilité, si on enlève, on augmente la durée de vie donc, de Cephos. Donc, preuve comme quoi la région 3'UTR a un rôle important dans la définition et la modulation de la durée de vie des messagers. Donc récemment, il a été montré que 5'UTR donc, peut être impliqué dans la modulation de la durée de vie des messagers et ceci a été mis en évidence par la région 5'UTR donc du messager de la protéine 32 du phage T4 qui augmente la stabilité du messager et par suite donne plus de la protéine donc P32 du phage T4. Donc deux mécanismes de contrôle qui sont connus. Souvent on a pu montrer que 3'UTR qui est riche en AU, c'est plutôt instable parce que ça permet chez les messagers qui ont 3'UTR riche en AU, ça permet un raccourcissement de la queue poly A et par suite une instabilité, une dégradation du messager. De même, on a pu montrer que des 3'UTR, des messagers qui contient ces 3'UTR qui contiennent des séquences répétées, souvent ça peut activer des endonucléases bien déterminées qui viennent au niveau de la queue poly A et l'enlever et par suite rendre comme ça le messager instable. Donc ces deux mécanismes, on les a déduits à partir, quand on a rassemblé tous les messagers, on a essayé de regarder donc parmi les messagers instables, qu'est-ce qu'ils ont de différents ou de particuliers au niveau de la 3'UTR et on a pu montrer que donc les 3'UTR qui sont riches en AU et qui contiennent des séquences répétées sont souvent instables. Donc en haut, dans le schéma d'en haut, je vous montre plusieurs messagers avec leur stabilité ou leur demi-vie, durée de demi-vie. Par exemple, là, le messager de bêta-globine, il est quand même stable avec 10 heures de demi-vie. Un facteur de croissance, son messager est instable, bien sûr, une dizaine de minutes, trentaine de minutes, on va dire. Et là, le messager distant, c'est variable selon les phases du cycle cellulaire. Donc, si on est au cours de la duplication de l'ADN, donc on a des histons qui sont stables. Alors, des messagers d'histons qui sont stables. Alors, en dehors de la phase de duplication de l'ADN ou de la phase S, donc on a des messagers qui sont peu stables. Là, 1 heure quand il y a synthèse d'ADN et 12 minutes quand il n'y a pas synthèse d'ADN. Donc, c'est variable selon les phases du cycle cellulaire. Et donc, en bas, je vous montre donc les deux mécanismes de la dégradation des messagers eucaryotes. Là, si on a des séquences riches en AE au niveau de 3'UTR, donc ça va supprimer la queue poly A, ça va induire la suppression de la queue poly A et par suite l'instabilité du messager, alors que si on a des séquences répétées au niveau donc 3'UTR, donc il y a des endonucléases qui sont spécifiques qui viennent couper au niveau de ces 3'UTR et par suite il n'y aura pas de poly A ni rien et par suite le messager sera facilement dégradable. Donc pour les histones,
On sait qu'il y a un lien intime entre la stabilité des messagers et la réplication, et on sait que les histones, ce sont leurs messagers, c'est sans queue poly A, mais il y a une structure en épingle à cheveux en 3' des messagers, histones. Cette structure est très importante concernant la stabilité des messagers parce que si on la délète, donc si elle est une fois délétée, ça cause une stabilisation des messagers. Et si on greffe cette structure à un messager stable, elle le déstabilise. D'où on propose que donc cette structure Tichbou qui est en 3' du messager, au cours, donc en dehors de la réplication de l'ADN, cette structure peut interagir avec donc, le ribosome et activer une certaine activité ou action exonucléasique et par suite détruire donc l'ARN. Alors que au moment de la réplication, il y a une protéine qu'on appelle SLBP, Stem Loop Binding Protein, qui peut, comme ça, qui est fortement exprimée au moment de la réplication et qui pourrait, comme ça, bloquer cette structure, empêcher son interaction avec d'autres enzymes et par suite stabiliser les messagers histones au moment de la duplication d'ADN. Toujours dans la modulation de la durée de vie des messagers, donc comme deuxième cas, en plus de la région 3'UTR, on a la longueur de la courbe poly A qui a aussi un effet sur la durée de vie des messagers et qui peut aussi moduler la durée de vie des messagers et qui a un effet sur la traduction des messagers. Donc, un messager nucléaire, il a un poly A de 200 nucléotides, un messager cytosolique, donc la queue poly A au cours de la traduction, elle va diminuer de longueur, donc on va assister à une réduction de la taille de la queue poly A, mais il faut au moins 30 nucléotides pour un minimum de stabilité d'une part et pour que ce messager soit toujours traduisible. Donc, au niveau du noyau, la queue poly A est très grande et dans le cytoplasme, quand ça passe dans le cytoplasme, donc au fur et à mesure de la traduction, donc on va assister à une réduction de la taille de la queue poly A, mais pour que le messager soit toujours traduisible et pour qu'il soit stable, il faut un minimum de 30 nucléotides. Donc, la longueur de la queue poly A de certains messagers est spécifiquement contrôlée par addition ou suppression de la queue poly A selon les besoins de la cellule. Et parfois, on assiste à une réduction au-dessous de 30 nucléotides de la queue poly A, mais comme la cellule a besoin encore de ce messager, donc elle rajoute, donc elle augmente la longueur de la queue poly A pour que le messager reste stable et pour qu'il reste toujours traduisible parce qu'elle a besoin de la protéine correspondante. Et ainsi de suite. Donc, la longueur de la queue poly A, donc ça module la stabilité du messager et par suite donne un effet, donc ça peut aussi affecter donc la traduction du messager. Par exemple, dans les ovocytes et les œufs, on a des provisions de messagers avec des queues poly A qui sont moins que 30 A, moins que 30 nucléotides, entre 10 à 30 en 3', donc ça veut dire instable. Mais ces messagers sont, comment dire, sont conservés, donc sont, comment dire, réservés dans des complexes ribonucléoprotéiques. Donc sont complexés avec des protéines dans des complexes ribonucléoprotéiques parce que c'est instable. Si je les laisse comme ça dans le cytoplasme, ça ne va pas rester longtemps, ça va être dégradé facilement. Donc si on les complexe dans des complexes ribonucléoprotéiques, donc ça peut être conservé. Et ainsi, à des temps bien précis de la maturation de l'ovocyte ou après la fécondation, donc quand j'ai besoin des protéines de ces messagers qui sont conservés dans des complexes ribonucléoprotéiques, donc, et comme leur queue poly A est trop petite, on n'a qu'à rallonger, on n'a qu'à rallonger la queue poly A, on rajoute donc des nucléotides à cette queue poly A pour la rendre plus grande et stimulant ainsi donc l'initiation de la traduction parce que j'ai besoin de la protéine correspondante. Et comme ça, donc l'ovocyte conserve ses messagers avec des queues poly A petites et quand elle a besoin de la protéine correspondante, donc elle prend le messager, elle rallonge sa queue poly A et par suite elle le traduit. Donc c'est aussi de la régulation post-transcriptionnelle.
Donc, à gauche, on voit l'effet de la longueur de la queue poly A sur la stabilité du messager et par suite son effet sur la traduction. On voit que au niveau du noyau, la queue poly A est longue. Donc, en sortant au fur et à mesure donc, des traductions, elle va assister comment dire, on assiste à une suppression de la queue poly A et par suite une instabilité donc, du messager. Et si la cellule donc a besoin toujours de ce messager, on n'a qu'à rallonger, additionner donc des queues poly A, à rallonger la queue poly A et par suite rendre le messager plus stable et par suite toujours traduisible parce qu'on a besoin de la protéine correspondante. Donc à droite, on voit comment la longueur de la queue poly A agit positivement sur l'initiation de la traduction. Donc, on sait que la queue poly A est tapissée par des protéines poly A binding protéines et plus la queue poly A est longue et grande, plus on assiste à la formation de loupes par le messager et on assiste au rapprochement de la queue poly A du début de la traduction du 5' du messager. Là, on va se rassembler les deux sous-unités petites et grandes du ribosome pour initier la traduction. Donc, plus la queue poly A est longue, plus il y a rapprochement de la queue poly A du 5' donc du messager. Là, on va s'assembler les deux sous-unités du ribosome. Donc, et quand donc ce ribosome va glisser tout au long du messager en arrivant à la queue poly A, donc la grande sous-unité va être bloquée, va être captée par les protéines qu'on appelle poly A binding protéines, et comme ça, elle va être engagée dans une autre initiation, dans une nouvelle initiation de la traduction, et par suite, ainsi de suite. Donc, au lieu à ce que ces deux sous-unités se reforment à chaque fois à partir de deux sous-unités nouvellement formées, donc la grande sous-unité va être captée par la queue poly A pour la faire, comment dire, engager, pour l'engager à chaque fois dans une nouvelle initiation et par suite activer la traduction et par suite, comment dire, avoir un effet positif vis-à-vis de la traduction du messager. Donc, toujours dans la stabilité des messagers, donc on peut aussi rajouter que la stabilité des messagers peut être modulée en réponse à des signaux extracellulaires. Et on va prendre l'exemple du fer. Le fer diminue la stabilité des messagers du récepteur de la transférine, la protéine d'entrée du fer dans la cellule. On sait que le messager du récepteur de la transférine a à son extrémité 3', une structure qu'on appelle IRE, une séquence en épingle à cheveux qu'on appelle IRE, une structure tige-boucle qu'on appelle IRE Iron Responsive Element qui est en 3', et sur cette séquence IRE, il y a une protéine régulatrice qu'on appelle l'aconitase qui se fixe et qui reconnaît d'une manière spécifique cette séquence IRE. Et donc, comme ça se fixe au niveau de 3' du messager du récepteur de la transférine, donc ça stabilise donc le messager quand il n'y a pas de fer. Donc, quand il y a une carence en fer, donc cette aconitase se fixe au niveau de IRE en 3' du messager du récepteur de la transférine et protège l'extrémité 3' et par suite stabilise le messager. Et on aura comme ça beaucoup de traductions de la protéine donc correspondante. Alors qu'en excès de fer, quand il y a un excès de fer, le fer se fixe sur l'aconitase, diminue l'affinité de l'aconitase pour IRE et comme ça, il la détache de IRE. Et par suite, le messager devient instable et susceptible d'être dégradé par les nucléases. Donc, quand il y a un excès de fer, donc le récepteur de la transférine n'est pas trop exprimé parce que son messager n'est pas stable et par suite, on n'aura pas beaucoup de protéines donc correspondantes. Et donc, c'est très logique. C'est très logique parce que quand il y a carence en fer, on a besoin de faire passer plus le fer à l'intérieur de la cellule. Alors, quand on a beaucoup, on n'a pas besoin de cet excès de récepteurs de la transférine
pour passer vraiment le maximum de fer à l'intérieur de la cellule. Comme donc huitième contrôle post-transcriptionnel, c'est le stockage des ARN messagers. Parfois, on a des gènes qui sont transcrits, mais sans apparition de traduction, sans apparition de produit de traduction. Et donc, parfois, suite à un stimulus, donc d'un seul coup, on voit qu'on a une concentration protéique importante, beaucoup de messagers, concentration de messagers importante, mais le taux de la transcription au niveau des gènes est trop faible. Ça veut dire que donc, ces gènes-là ont été transcrits. Donc, ça veut dire que les gènes correspondant à ces messagers, à ces protéines-là, ont été, comment dire, transcrits donc avant. Et comme si la cellule maintenant a besoin de leurs protéines, donc elle a déjà transcrit avant les messagers, elle les a stockés. Et donc là, maintenant, elle a besoin de leurs produits de traduction, elle les prend et elle les traduit. Et comme ça, pour avoir les protéines correspondantes dont elle a besoin. Et donc, c'est le cas de l'ovocyte ou de l'œuf comment dire, qui transcrit donc les messagers et les stocks. Et quand elle a besoin au cours du développement, ou au cours de la fécondation ou après fécondation, quand elle a besoin donc d'un produit de ces messagers, donc elle prend le messager déjà transcrit et elle le traduit. Donc, elle le traduit. Et donc, ça, on l'a déjà vu donc avant. Et le deuxième exemple, c'est la spermiogenèse. La spermiogenèse, on sait que après la spermatogenèse, la méiose, vraiment les deux méioses 1 et 2 de la spermatogenèse, donc on obtient la spermatide ronde, qui doit passer la deuxième partie de la spermatogenèse, qui est la spermiogenèse, où elle doit subir des modifications nucléaires cytoplasmiques pour donner le spermatozoïde. Donc, de la spermatide ronde jusqu'au spermatozoïde, c'est ce qu'on appelle spermiogenèse. Parmi les modifications, on assiste à une condensation importante de la chromatine, du noyau. Donc, quand on dit condensation importante, ça veut dire pas de transcription. Donc, comment elle va s'en servir? Donc, des gènes dont elle va avoir besoin, la cellule au cours de cette spermiogenèse, ou la spermatide. Elle va sûrement avoir besoin au cours de la condensation de gènes, des produits de gènes. Donc, comment elle fait? Elle transcrit donc à l'avance les gènes dont elle va avoir besoin, les messagers des gènes dont elle va avoir besoin, et elle les stocke sous forme de complexes ribonucléoprotéiques. Et au cours de la spermiogenèse, quand elle a besoin d'un produit de ces gènes, elle prend le messager déjà stocké et elle le traduit. Et comme ça, donc, on assiste vraiment à ce type donc, de régulation post-transcriptionnelle. Comme neuvième contrôle, ou neuvième type de contrôle post-transcriptionnel, c'est la régulation de la traduction ou contrôle traductionnel. Donc là, je vous ai mis deux types de régulation de la traduction. Premièrement, c'est la modification des facteurs d'initiation de la traduction. Quand on modifie les facteurs d'initiation de la traduction, on module aussi donc la traduction ou leur activité. C'est le cas de IF2 et les gènes de globine. Donc EIF2, donc une fois il est phosphorylé, donc c'est inactif. Et par suite, ça inhibe donc la traduction. Donc, en absence de l'EM, en absence d'EM, donc il n'y a pas de traduction des gènes de globine. Pourquoi? Parce qu'il y a une protéine kinase en fait, une protéine kinase inhibitrice qu'on appelle HCI. Donc cette protéine kinase, c'est elle qui va phosphoryler donc EIF2 et par suite une fois EIF2 est phosphorylé, donc il n'y aura pas on va assister à un arrêt de la traduction et par suite arrêt d'expression des gènes de globine. Alors que en présence de l'EM, donc l'EM, donc ça comment dire, ça inactive HCI, ça inactive cette protéine kinase inhibitrice, donc elle peut pas inhiber, elle peut pas phosphoryler EF2 et par suite elle peut pas inhiber la traduction des gènes de globine. Donc en présence de l'EM, HCI est inactive et comme ça, donc les gènes de globine vont être, comment dire, normalement exprimés.
Comme deuxième type de régulation de la traduction, c'est la fixation donc d'un répresseur en 5' du messager et par suite blocage donc du début de la traduction. C'est le cas de la ferritine. Donc le transcrit de la ferritine, il a une séquence tige-boucle en 5'. Donc de ce messager, on a donc la présence donc, de séquences IRE, Iron Responsive Element, donc qui est une structure tige-boucle qui est en 5' du messager de la ferritine et qui fixe la conitase. Donc en carence, quand il y a une carence en fer, la conitase se fixe, donc en 5' du messager de la ferritine, et par suite, elle empêche le complexe traductionnel de traduire le messager de la ferritine. Donc, on n'aura pas une expression ferritine. Alors qu'en présence de fer, la conitase se détache parce que le fer diminue l'affinité de la conitase donc par rapport à IRE, la conitase se détache et par suite il permet la traduction. Et c'est très normal. Quand on a beaucoup de fer, on a besoin d'exprimer la ferritine. Et quand il n'y a pas de fer, on n'a pas besoin d'exprimer la ferritine. Donc là, c'est un schéma comment dire, qui explique comment le messager de la ferritine est traduit ou non selon la présence de fer ou l'absence de fer. Donc, quand il y a beaucoup de fer, donc IRE, donc sont libres, il n'y a pas de la conitase qui se fixe dessus, et par suite, on a une expression donc de la ferritine. Alors que quand il y a peu de fer, donc cette IRE binding protein ou la conitase vient se fixer, par suite bloquer comment dire, la région 5' et empêcher comme ça le complexe traductionnel d'initier une traduction et par suite on n'aura pas de ferritine, on n'aura pas une expression de la ferritine. Donc, comme dixième type de contrôle post-transcriptionnel, c'est le recodage de la traduction ou rephasage. Donc, premièrement, on va parler de la fuite du codon stop par décalage de phase. Donc, parfois, on a un codon stop. Et donc, si ce codon stop, si on va vraiment lire correctement, on doit vraiment arrêter au niveau du codon stop et par suite donner quelque chose de tronqué. Donc, parfois, on a besoin donc, de dépasser ce codon stop pour vraiment avoir comment dire, la protéine voulue. Et c'est vraiment, ça existe réellement, et c'est le cas du génome HIV. Donc, parfois, on a besoin de décaler d'une base donc à gauche ou d'une base à droite. C'est ce qu'on appelle décalage de phase -1 ou +1 pour vraiment sauver la protéine et par suite avoir la traduction de la protéine complète et de la protéine vraiment fonctionnelle qu'on doit avoir. Donc le génome HIV, par exemple, on sait qu'il est formé de 3 parties, GAG, POL, ENV. GAG est la plus exprimée, POL moins exprimée, ENV moins exprimée. Mais par exemple, GAG est la plus exprimée, mais entre GAG et POL, il y a, comment dire, au niveau du messager, on a un codon stop. Et par suite, donc souvent ça s'arrête. C'est pour cela que GAG est la plus exprimée parce qu'il y a arrêt au niveau, comment dire, entre GAG et POL, il y a vraiment un codon stop. Donc quand j'ai besoin d'exprimer POL, ça veut dire les enzymes donc nécessaires. Donc comment faire? Donc via un décalage -1, on peut comme ça comment dire, fuir le codon stop et par suite sauver et par suite on peut avoir la partie POL. Et c'est ce qui se passe normalement. Donc c'est comme ça, mais c'est un type de régulation. C'est pas quelque chose d'anormal, mais c'est quelque chose qui vraiment qui se déroule et si ça se déroule pas comme ça, on n'aura pas de protéines POL, on n'aura pas les enzymes POL codées par POL. Et de même pour ENV. Donc, on a besoin de fuir le codon stop, de dépasser le codon stop, donc par décalage de phase, -1, pour vraiment avoir les protéines codées par POL. Et souvent,
là où on doit vraiment décaler de phase, il y a donc une structure tige-boucle, une séquence avec une structure tige-boucle qui vraiment aide le ribosome à reculer ou à avancer pour vraiment sauver et avoir les protéines correspondantes. C'est normal, c'est pas quelque chose d'anormal, c'est un type de contrôle. Deuxième type de recodage de la traduction, c'est l'incorporation de la sélénocystéine. La sélénocystéine au niveau de codons spéciaux comme UGA, qui est un codon stop. En fait, la sélénocystéine, c'est cystéine, c'est la cystéine, mais avec comment dire, un sélénium, un atome de sélénium. Donc, c'est la cystéine avec un atome de sélénium. Donc, en fait, ça provient d'une sérine, et grâce à une, comment dire, sélénocystéine synthase, on a l'enlèvement de O et par suite la greffe du sélénium à la place de O. On aura comme ça, donc, la sélénocystéine, l'acide aminé, la sélénocystéine qui est modifiée. Donc, en fait, comment la sélénocystéine va reconnaître ou va être greffée au niveau d'un codon stop. Donc, au moment de la lecture du messager, comment elle va être incorporée au niveau d'un codon stop qui est UGA. En fait, cette sélénocystéine est, comment dire, est portée par un ARN suppresseur qui est acérine plutôt. Donc, cet ARN transfert suppresseur, pourquoi on l'appelle suppresseur? Parce qu'il reconnaît les codons stop. Et on l'appelle suppresseur parce qu'en fait, parfois dans notre organisme, on a plein de mutations, mais qui ne causent pas de pathologie. Pourquoi? Parce qu'il y a des ARN transfert suppresseurs qui peuvent reconnaître des codons stop et par suite sauver la protéine et par suite sauver, donc on peut court-circuiter la maladie. C'est ce qu'on appelle RNT suppresseur de mutation. Là, c'est un RNT suppresseur acérine. Normalement, il porte la sérine, mais là, comme la sérine a été modifiée, ça porte la sélénocystéine. Et cet ARNT suppresseur acérine, il a au niveau de son anticodon, il y a une modification et il y a donc des modifications de base qui le rend capable de reconnaître le codon stop UGA. Donc, en fait, cette sélénocystéine, on la trouve où? Elle est incorporée au niveau des protéines qu'on appelle les sélénoprotéines, qui sont des protéines antioxydantes comme glutathion peroxydase, sélénoprotéine P, etc. Donc, c'est très important pour l'activité des sélénoprotéines. La sélénocystéine est très importante pour l'activité de ces protéines antioxydantes. Donc, ça doit être incorporé. En fait, ces sélénoprotéines, leur messager, au niveau de leur messager, il y a donc UGA, il y a le codon stop UGA, et c'est pour cela qu'au moment de la lecture du messager, donc, il y a intervention de cet ARNT suppresseur acérine, mais qui porte la sélénocystéine et qui reconnaît UGA et qui va comme ça sauver la protéine et par suite incorporer la sélénocystéine et par suite avoir la protéine correspondante donc de ces sélénoprotéines qui sont des protéines antioxydantes. De même, comme avant, on a en 3' du messager de ces sélénoprotéines, en 3', on a une structure tige-boucle qui est responsable de cette reconnaissance entre cet ARNT suppresseur et le codon stop. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est normal. Ça se passe comme ça au niveau des sélénoprotéines. Il faut que ça se passe comme ça pour avoir la bonne protéine. Sinon, les protéines vont être tronquées. Parce qu'il y a un UGA, il y a des codons stop au niveau de leur messager, de la séquence du messager. S'il n'y a pas intervention de cet RNT suppresseur qui porte la sélénocystéine, on n'aura pas la bonne protéine de ces sélénoprotéines qui sont des protéines très importantes et qui ont un rôle antioxydant au niveau de notre organisme.
Donc là, c'est un schéma qui explique le rephasage, la traduction pour le génome HIV. Donc là, GAG qui est trop exprimé, 90%, Paul qui exprime 10%. Donc là, le messager de l'ARN viral du génome HIV. Donc regardez, donc entre GAG et Paul, on a donc là le codon stop, il n'est pas comment dire, il n'est pas représenté. Mais supposons qu'on a fait leucine, glycine, donc après il y a codon stop, donc ça s'arrête au niveau de GAG. C'est pour GAG, c'est bon. Mais pour exprimer Paul, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, regardez de l'autre côté, pour exprimer Paul, donc on a féline, leucine, mais au lieu d'avoir la glycine et par suite s'arrêter, donc il y a un rephasage -1. Donc au lieu de lire GGG et par suite mettre la glycine et par suite stopper à la fin de GAG, donc on recule -1 et au lieu de lire GGG, je lis AGG. Et comme ça, au lieu d'avoir la glycine, il va y avoir l'arginine et par suite, je continue et je ne tombe pas dans le codon stop parce qu'il va être modifié. Il y a une base qui va être rajoutée et par suite, ça va être lu chaque triplet normalement pour donner donc comment dire, la séquence de Paul. Donc Paul est comme ça traduite ou elle est comme ça lue au niveau du messager HIV. Donc sinon, on n'aura pas de Paul. C'est de cette façon-là qu'on lit donc vraiment donc le messager Paul et donc c'est par rephasage -1 et incorporation donc de cette façon-là après le signe arginine etc. et comme ça on sauve et on fuit le codon stop qui est entre GAG et Paul.